Léonard de Vinci. « 1452 ou 1452. Curieux et observateur. Léonard naît le 15 avril 1452 à Vinci, un petit village d'Italie. Son père, Piero da Vinci, est un riche notaire et sa mère, Caterina, une simple paysanne. À l'époque, impossible pour eux de se marier. Léonard grandit d'abord avec sa mère. Puis, à 5 ans, il part vivre dans la famille de son père. Il rencontre Albiera, la femme de son père, avec qui il s'entend très bien. Enfant, il passe ses journées à observer la nature et à dessiner ce qu'il voit. Ses dessins sont si ressemblants que ses modèles ont l'air presque vivants. C'est un enfant très curieux. Il veut tout savoir sur tout et dessiner l'aide à comprendre le monde qui l'entoure. 1466. Florence. À 14 ans, Léonard déménage à Florence, la grande ville voisine où son père travaille. Piero veut qu'il fasse des études. C'est si beau et il y a tant d'artistes et de savants. Léonard sent qu'il va pouvoir apprendre beaucoup de choses ici. Et puis cette ville l'inspire. Il y a tellement de gens et de bâtiments extraordinaires à regarder, à dessiner. Chaque jour, il prend ses feuilles et ses crayons et sort faire des croquis. 1470, l'atelier de Verrocchio. Dans l'atelier de Verrocchio, Léonard apprend la préparation des couleurs, la peinture et la sculpture. Léonard, qui adore découvrir de nouvelles techniques, se régale. Un jour, comme c'est un élève très doué, Verrocchio lui demande de terminer un ange sur un de ses tableaux. Mais le visage de l'ange peint par Léonard est tellement réaliste et expressif qu'on ne remarque plus que lui. Piero remarque le talent de son fils. Il demande au célèbre artiste Andrea del Verrocchio de prendre Léonard comme apprenti dans son atelier. Verrocchio accepte. Verrocchio est stupéfait du résultat. Ce Léonard est un peintre de génie. Je vais me consacrer à la sculpture. Je n'ai pas envie d'être comparé à lui. Dans l'atelier, Léonard est admiré de tous. 1472. Première commande. À 20 ans, Léonard aime faire la fête et se lever tard. Mais il est aussi temps pour lui de se mettre au travail et de montrer ce qu'il sait faire tout seul. À Florence, on murmure qu'il a un talent fou. Soutenu par Verrocchio, il peint sa première grande œuvre. Léonard se passionne aussi pour la géométrie, et ça se voit ici. Quelle profondeur dans ce tableau! On a l'impression de pouvoir se promener dedans. Les ailes de l'ange ressemblent à des vraies. Normal, Léonard passe des heures à observer les oiseaux. Un tableau que des moines lui ont commandé pour leur abbaye, il représente l'ange Gabriel en train d'annoncer à Marie qu'elle va donner naissance à Jésus. Le résultat est magnifique. Donc ça, c'est le côté gauche. Hein. Et on a le côté droit.
L'Annonciation. 1472-1475, huile et détrempe sur bois. 98 sur 217 cm, Galerie des Offices, Florence. 1474, premier portrait. Une riche famille de Florence, donc en italien on dira Firenze, qui a entendu parler du jeune homme, l'engage pour faire le portrait de leur fille Ginevra. Pour Léonard, c'est un défi. Ce tableau doit vraiment ressembler à la jeune femme. Il travaille les ombres et les lumières du visage pour lui donner du volume. Mais il cherche aussi à peindre son caractère, doux, rêveur et inquiet. Une nouveauté pour l'époque. Résultat, Ginevra semble réelle, prête à sortir du tableau. Léonard aime faire des expériences. Ici, il mélange des poudres colorées avec de l'huile pour obtenir une peinture plus résistante, plus transparente. Ainsi, il peut superposer des couches de peinture très fines pour trouver des couleurs réalistes. Ginevra de' Benci, 1481 ou 1481. Premier protecteur, Laurent des Medici, ou de Médicis en français, le prince qui règne sur Florence, s'intéresse aussi à ce jeune surdoué. Il l'engage comme sculpteur et décorateur. La carrière de Léonard est lancée. Les moines d'un couvent lui commandent une œuvre immense, la Vierge Marie, présentant l'enfant Jésus au roi mage. Léonard se met au travail, mais on raconte qu'il livre ses tableaux en retard et qu'il est trop original. C'est un gaucher, et il écrit de la droite vers la gauche. Il est végétarien, et il n'est pas marié. Léonard n'apprécie pas ces critiques. Il quitte Florence sans terminer son tableau. On voit bien que la toile n'a jamais été finie. Certaines parties sont peintes, d'autres juste dessinées. Les paysages peints, tous en mouvement, sont très expressifs. C'est nouveau pour un tableau religieux. L'adoration des mages. 1483, en route pour Milan, en italien Milano. En 1482, à 30 ans, Léonard arrive à Milan. Il se présente au duc qui dirige la ville, Ludovic Sforza, en Sforza. Pour l'impressionner, il lui montre les incroyables automates, des personnages mécaniques qu'il a imaginés pour embellir les fêtes de cour. Au même moment, une église lui commande une peinture de la Vierge. L'œuvre, très originale pour l'époque, impressionne Sforza. Voilà un tableau, un artiste talentueux et un inventeur habile. Et si ce Léonard restait à Milan? Les sujets du tableau sont installés en triangle. La Vierge, Marie au sommet. Ils ne portent pas l'auréole des saints au-dessus de leur tête. Léonard veut ainsi les rendre moins sacrés, plus réels, plus humains. C'est son idée de la religion. La Vierge au rocher. 1488, célèbre. Léonard reste à Milan à la cour des Sforza. On vient maintenant de toute l'Italie pour voir ses œuvres. Le portrait d'une belle jeune femme dont Sforza est amoureux fait l'admiration de tous. Comment ce Léonard a-t-il réussi à la rendre encore plus belle qu'en réalité? Elle semble attendre son bien-aimé, et l'éclairage sur son visage est doux et mystérieux. Léonard est très fort en clair-obscur. Il sait parfaitement opposer l'ombre et la lumière. Ici encore, Léonard innove. La position du modèle, dont on voit les mains et la taille, visage tourné vers le côté, est originale pour le XVe siècle. L'hermine blanche représente la pureté. À la Renaissance, c'était un animal de compagnie à la mode. La dame à l'hermine. 1490.
le corps humain. Léonard travaille beaucoup sur commande, mais il n'abandonne pas ses propres recherches. Il fait des croquis scientifiques, imagine des machines en tout genre et dissèque des cadavres. À l'époque, ça choque, mais Léonard est prêt à tout pour dessiner des personnages réalistes, aux proportions parfaites. Pour l'aider, il engage un jeune apprenti, espiègle. On peut le voir sur son visage, espiègle, qu'il surnomme Salahi, diablotin, et qui ne le quitte plus. Ici, Léonard montre que le corps humain entre à la perfection dans un carré ou un cercle, des formes géométriques parfaites à son époque. L'homme de Vitrouve, vers 1490. Ses recherches l'aident à mieux dessiner certaines parties du corps, comme les mains, toujours très vivantes dans ses tableaux. Étude de mains de femmes, vers 1474. Pointe d'argent et rehaut de blanc. Léonard y travaille beaucoup, et c'est un chef-d'œuvre. Le roi Louis XII, dit-on, cherchera même à découper le mur peint pour l'emporter en France. Lors de son dernier repas, avant son arrestation, Jésus annonce à ses apôtres « L'un de vous va me trahir ». Léonard peint leur réaction, surprise, choc ou colère. Des œuvres peintes par Léonard sur un mur, c'est la seule encore visible. 1495, la Seine. Depuis 13 ans qu'il est à Milan, les commandes de Sforza ont laissé à Léonard peu de temps pour peindre, mais en 1495, son protecteur lui demande une fresque immense pour la cantine d'un couvent. « 1503, retour à Florence. En 1499, Milan est envahi et Sforza est chassé. Léonard, qui a élaboré de nombreuses machines de guerre pour le duc, se retrouve sans protecteur. En 1503, à 51 ans, il revient à Florence, espérant consacrer plus de temps à la peinture, sa grande passion. Louis XII, qui admire son travail, lui demande un tableau pour célébrer la naissance de sa fille. Léonard utilise la technique du sfumato. Un léger voile de brume relie les personnages et le fond, accentuant l'impression de profondeur. Léonard peint Sainte-Anne avec sa fille, la Vierge Marie sur ses genoux. C'est un hommage à la reine Anne qui vient d'accoucher. Léonard ne livrera jamais la toile au roi de France, travaillant dessus jusqu'à la fin de sa vie. « 1503, la Joconde. Au même moment, Léonard commence le portrait de Lisa, la femme de Francesco del Giocondo. Francesco del Giocondo, un riche marchand florentin. Pour la distraire le temps des pauses, il installe des musiciens dans son atelier. Cette toile fascine et intrigue. La Joconde sourit-elle ou non? Nous regarde-t-elle ou non? Léonard est loin d'imaginer l'immense renommée qu'aura son tableau. Il ne le livrera pas non plus, préférant le garder près de lui et le retoucher sans cesse. Léonard utilise ici aussi le sfumato. Les traits du visage sont doux et un peu flous. Les contours du corps se fondent dans le paysage. Ce tableau a été volé en 1911, puis retrouvé en 1913. C'est aujourd'hui l'œuvre d'art qui attire le plus de visiteurs. La Joconde, portrait de Mona Lisa, c'est le titre. 1506, impressionnant. Toujours à la même époque, Louis XII lui réclame de nouveau un tableau religieux, un Christ rédempteur, venu sauver les humains. De sa main droite, le Fils du Dieu, des chrétiens bénit le monde.
représentée par la boule de verre tenue dans sa main gauche. Léonard, qui veut toujours peindre à sa façon, a peint ce Christ à la taille réelle d'un homme et sur un fond sombre. Ainsi, on dirait presque qu'on se retrouve seul face à lui. Impressionnant. Léonard, pas Léonard, authentifié comme un véritable Léonard de Vinci, seulement en 2011. Cette œuvre ne serait pas pour certains experts de la main du maître, ce qui ne l'a pas empêché lors d'une vente aux enchères en 2017 d'être vendu 450 millions de dollars à un collectionneur, un record. C'est vrai que les mains sont un peu différentes, le visage et même les proportions sont un peu différentes. Voilà. Salvator Mundi. En 1506, un rival. En 1506, Léonard quitte Florence en laissant une œuvre d'art, une autre œuvre inachevée, la bataille d'Anghiari. Cette peinture murale gigantesque commandée pour décorer un palais de la ville lui cause du souci. Avant de commencer, il a enduit le mur d'un mélange de son invention pour que la peinture tienne mieux. Mais même s'il a très bien réussi à représenter la violence de la guerre, sa fresque ne sèche pas. Son mélange ne fonctionne pas. Et puis cette commande le met en concurrence avec un autre artiste, le jeune et ambitieux Michelangelo, Michel-Ange. Engagé lui aussi pour peindre une bataille, il affirme « Léonard, on ne peut rien lui confier ». Départ pour Rome, 1513. Léonard a été invité à la cour de Milan pour créer des décors de fête. Michelangelo, lui, est parti à Rome peindre la chapelle Sixtine. Mais Léonard s'ennuie à Milan. Il se rend à Rome à son tour. Et la chance lui sourit. Il entre au service du duc Julien de Medici, le fils de son premier protecteur. Dès son arrivée, on lui commande un tableau. Surprise, choc, admiration. Son Saint Jean-Baptiste en Battista, si beau, ne laisse personne indifférent. Ce personnage de la Bible ressemble à la fois à une fille et un garçon. La beauté idéale selon Léonard, le corps très clair, ressort grâce à un fond sombre. Certains pensent que ce Saint Jean-Baptiste a le visage de Salahi, l'assistant de Léonard. 1516 en France. Mais à Rome, on ne parle que de Michelangelo. Alors, quand François Ier l'invite, Léonard accepte. Salahi et Francesco Melzi, son élève préféré, l'accompagnent. Dans ses bagages, il emporte ses tableaux non livrés. Il ne cessera de les retoucher, les voulant parfaits, vivants, nouveaux. En 1518, Salahi repart en Italie. En 1519, Léonard fête ses 67 ans. Mais son corps est fatigué. Malade, il meurt le mois qui suit son anniversaire, au château du Clou, près de Tours. Léonard arrive en France comme premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Il se dessine ici comme un homme qui pense et réfléchit. L'image qu'il voulait laisser de lui, ce dessin a été légué à Francesco, qui veillera sur lui jusqu'à sa mort. Autoportrait. Alors, Turin, en italien, c'est Torino. 21e siècle, un parfait génie. Léonard de Vinci est considéré comme l'un des plus grands génies de tous les temps. Sa curiosité et son envie d'apprendre l'ont poussé toute sa vie à réfléchir, inventer, créer. À la fois peintre et savant, il a réalisé peu de peintures, mais toutes font partie des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Il a révolutionné les genres de la peinture religieuse et du portrait. Son savoir lui a permis de perfectionner des techniques, tester des choses nouvelles,
afin d'améliorer son art. Sous ses coups de pinceau, ces modèles sont devenus si fabuleux qu'il les a rendus éternels. N'est-ce pas, Madame Nissa? Dans la même collection, les impressionnistes, Pablo Picasso, l'art abstrait, Vincent van Gogh, Auguste Rodin, Gustave Klimt. 21e siècle, où voir ses œuvres? Même s'il a laissé des milliers de pages de notes et de croquis, Léonard écrivait beaucoup. Il n'existe aujourd'hui qu'une quinzaine de peintures réalisées, de façon sûre, par Leonardo da Vinci. La plupart sont exposées au musée du Louvre à Paris et dans les galeries des Offices à Florence, en Firenze. Si tu voyages ailleurs dans le monde, ailleurs is elsewhere, tu pourras admirer la Dame à l'hermine au Musée national de Cracovie, en Pologne, ou le portrait de Ginevra de Benci à la National Gallery of Art de Washington, aux États-Unis. Voilà.